Retour en direct et sur la route de la troisième étape du Tour de France avec le peloton qui roule à la poursuite des 5 hommes de tête. 4 minutes d'avance pour les 5 fuyards qui sont partis au kilomètre 5, on le rappelle. Il y a à l'avant Giovanni Bernaudo de l'équipe Europcar, Ruben Perez pour l'équipe Euskaltel, Sébastien Minard de l'équipe AG2R La Mondiale. Pour la formation Saxo, c'est Michael Morkov, troisième échappée d'affilée pour Michel Morkov, le meilleur grimpeur du Tour. Et puis Andrei Grifko pour l'équipe Astana. Derrière les souhaits des assistants, entre les portières et les musettes, bref, il y a quand même du boulot et je crois qu'on pourrait bien s'en inspirer, il est temps. On va essayer j'ai essayé de les voir, moi. Fermez la parenthèse. Ça va changer. Voilà, parce qu'on rappelle pour nos abonnés qui ne sont pas au courant, sur les boucles de la Mayenne, oui, il y en a encore quelques-uns. 10 minutes d'avance sur le peloton, 4 minutes et 40 secondes exactement pour les 5 hommes de tête. Giovanni Bernaudo, Ruben Perez Moreno pour l'équipe Euskaltel, Sébastien Minard de l'équipe AG2R. Sébastien Minard qui avait pris la deuxième place d'une étape des 4 jours de Dunkerque. C'était à Béthune et c'était il y a de cela 3 ans exactement. Nous avons également à l'avant Michael Morkov, le Danois, le coureur de l'équipe Saxo Bank qui défend son maillot de meilleur grimpeur sur les routes de cette troisième étape. Et puis enfin pour l'équipe Astana, Andrei Grifko, le rouleur ukrainien, Science Voigt, l'allemand qui emmène le peloton pour l'équipe Radio Shack Nissan, l'équipe du maillot jaune. Fabian Cancellara, un maillot jaune qui sera peut-être inquiété aujourd'hui, même si dans le final de l'étape de Serein, c'était la première étape de ce tour, dimanche après-midi, Fabian Cancellara a prouvé qu'il était l'un des plus forts du peloton, puisque seul Peter Sagan est parvenu à le battre au sommet de la côte de ce. C'est Grifko à 38 secondes. Giovanni Bernaudo est également assez bien placé à 1 minute 08. Quant aux autres coureurs, que ce soit Perez, Minard ou Morkov, ils sont tous, quant à eux, à plus de 3 minutes. C'est quand même un danger pour Cancellara qui, s'il veut garder son maillot, il va devoir s'employer. En tout cas, tous les équipiers vont s'employer pour vraiment aller le chercher. Donc, puis Grifko, c'est pas du genre à baisser les bras rapidement, ça c'est sûr. Leur avantage, ça fait 3 jours qu'il est devant, donc il est un peu moins. Grifko, je confondais avec le Morkov, le maillot à poids. Oui. Morkov, lui aussi, il va tout donner pour rester dans l'échappée. Parce que tous les jours devant, c'est impressionnant. En tout cas, c'était le jour qu'il fallait pas louper pour le maillot à poids. C'est bien joué. Hier, il est parti un peu pour aller prendre un petit point. C'était une petite galère, mais là aujourd'hui c'était le bon coup. Les hommes de tête eux, sont déjà un petit peu plus loin en avant du parcours. Le dernier kilomètre, on est maintenant à 800 mètres de cette ligne avec la formation Rika Gridec qui fait un gros travail pour Matthew Goss ici en dernière position du train de la formation australienne. Et puis on voit Mark Cavendish bien protégé par Bernard Hazel et puis Peter Sagan, le porteur du maillot vert qui lui comme à son habitude, va se débrouiller seul. Il se cale dans la roue de Mark Cavendish. Ah oui, non, Bernard, faut pas jouer aux épaules avec Peter Sagan. Lui, il est tout jeune, mais il n'a peur de rien. Allez, c'est parti avec la formation Vac ensoleillée. Avec Boukmans et Kenny Van Hummel qui ont anticipé le sprint. Regardez la maîtrise de Peter Sagan. Peter Sagan qui fait l'effort pour aller chercher quelques points avec Matthew Goss également. Qui est complètement enfermé. Matthew Goss qui a été surpris par l'attitude des deux coureurs de l'équipe Vacances Soleil. Van Hummel, Cavendish, il toise Cavendish. C'est moyen ça. Et il a toisé Van Hummel. Il a pas aimé Cavendish de se faire doubler par Van Hummel aller à 300 mètres de la ligne. Mais tu vas où Tu es en train de sprinter. On retrouve le côté sale gosse de Mark Cavendish là sur ce sprint. Non mais il est en train de lui dire allez vas-y bats-toi pour la deuxième place quoi. Mais Peter Sagan fait la bonne opération du jour puisqu'il vient prendre la 3e place dans ce sprint. On voit Johanny Utarovic également qui était présent, puis Matthew Goss qui avait eu un beau train mais qui a été surpris par l'attitude de Chris Boukmans qui a bien amené le sprint pour Kenny Van Hummel. Peter Sagan lui avait bien sûr anticipé, il a vu cette vague qui partait sur la gauche, il s'est calé dans la roue de Kenny Van Hummel et puis Mark Cavendish, regardez avec l'aisance, il est en train de remonter Peter Sagan et surtout ce petit regard. Non mais là c'est pas un regard, c'est 3 regards et puis derrière regardez Cavendish qui secoue la tête de dédain à la tête de Kenny Van Hummel. Van Hummel ou je sais pas si c'est Boukmans ou Van Hummel. Non, c'était Van Hummel. Une ascension très courte, Hervé, 700 mètres seulement, mais avec des pourcentages assez soutenus. C'est Michael Morkov pour l'instant qui mène. C'est vrai qu'il y aura bataille. Parce qu'il y a l'occasion de faire le plein aujourd'hui, comme l'a dit Hervé. Et Michael Morkov n'a marqué que 3 points depuis le départ du tour. Donc forcément, le classement de la montagne est
loin d'être figé. 4 points, pardon, pour discuter avec John Holland ce matin aussi, c'est quasiment chirurgical la façon de préparer les étapes, c'est-à-dire que ça se fait au rond-point près, au rétrécissement près, avec toute une batterie de recherche. Alors il y a évidemment la traditionnelle bonne vieille carte à l'ancienne, et puis il y a tous les moyens modernes, Google Earth, tout ça. Enfin, c'est très très sympa la discussion avec John Long ce matin. Ça se gère au 10 mètres près, hein, pour savoir où il faut placer son leader, à quel moment il faut le faire remonter, à quel moment on peut avoir un petit peu de répit pour éviter les cassures et les chutes. Donc c'est aussi à ça que l'on s'attachera. Là je parle de la course des leaders pour le général final. Allez, toujours Sylvester Schmidt. C'est surprenant de voir le Polonais travailler sur des étapes de plaine. On compte beaucoup, hein, sur le Polonais dans les grosses étapes de montagne. Il n'était pas au mieux, hein, sur les routes du Giro, notamment dans la dernière semaine. C'est peut-être pour cette raison qu'on lui demande de travailler un peu plus sur les étapes de plaine. On sait que Vincenzo Nibali pourra compter sur un certain Ivan Basso dans les grosses étapes de France. Ce qui est un record pour un non-vainqueur du Tour. Voilà. Ah, alors là, il y a un coureur de l'équipe Euskaltel qui est à terre. Il y a du monde, hein, par terre, des coureurs de l'équipe Garmin également, qui était certainement en train de remonter. Ryder Esgedal, qui avait été victime d'une Rogers, encore j'ai l'impression, est à terre, à vérifier. Alors, c'est Siotsu, je crois, qui est là. Michael Cherel est à terre. Alors, on va peut-être voir d'hélicoptère comment ça s'est passé. Donc forcément, ça tombe à droite, ça tombe à gauche, ça tombe partout, hein. La route n'est pas faire du cyclocross, les gars, l'hiver. Voilà. Il faut aller dans le maïs là. C'est Pablo Urtasun. C'est Urtasun, et pour Siotsu, ça a l'air sévère aussi. Aïe. Pourtant, c'est un dur au mal aussi, hein, Kostia. Mais ça, c'est un coup dur pour Bradley Wiggins, pour toute l'équipe Sky. Alors, on attend des nouvelles de Kostia Sivtsov, le Biélorusse de l'équipe Sky, l'un des hommes de base, hein, de la formation de Bradley Wiggins. Alors qu'à l'avant, les 5 hommes ont moins de 4 minutes d'avance désormais par rapport au peloton. À 48 km de l'arrivée, Sagan, qui rentre sur l'arrière du peloton, ou plutôt sur un groupe d'attardés. Étape du Tour de France entre Orchies et Boulogne-sur-Mer. À travers les départements du Nord et du Pas-de-Calais, nous sommes un peu moins de 50 km de l'arrivée, et Jean-Christophe Pirot retrouve sa place à l'arrière du peloton après avoir été victime d'une crevaison. Des crevaisons, il y en a beaucoup depuis une dizaine de kilomètres. On a clouté la route, hein. On a mis des clous, je sais pas, un peu bizarre. Concernant les hommes de tête, Hervé, 3 minutes 30 secondes d'avance désormais à 46 km de l'arrivée, alors que nous annonce l'abandon de Kostia Sivtsov. Ça, c'est un événement très important, et notamment pour l'équipe Sky qui perd l'un de ses piliers, l'un de ses hommes de base. Il reste 38 km à accomplir dans cette 3e étape du Tour de France. 38 km, l'avance des 5 hommes de tête, désormais 2 minutes et 30 secondes. Et on a un peloton de plus en plus nerveux à la poursuite des 5 hommes de tête. Nerveux aussi parce qu'on va entrer dans le final. Richard est là, et là il n'y aura plus 1 km de plat jusqu'à l'arrivée à Bologne. Voilà, et au moment où on écoute Thomas Voeckler, Giovanni Bernaudo vient de perdre sa place dans le groupe de tête, Jackie. Ouais, suite à l'accélération d'Andrei Grivko, qui trouvait que l'allure n'était pas assez rapide dans cette échappée. Et Giovanni Bernaudo, ça y est, a perdu pied. Ils ne sont plus 5 à l'avant, mais ils ne sont plus que 4. La relance d'Andrei Grivko, l'Ukrainien, c'est le plus solide a priori dans cette échappée. C'est un excellent rouleur, Andrei Grivko. C'est quelqu'un qui grimpe bien également. Et lui, il y croit dans le final avec 2 minutes 24 à 36 km de l'arrivée. Les deux plus forts, hein, semblent encore les Mikhail Morkov et Andrei Grivko. Sébastien Minard également relaie assez aisément ces deux coureurs, alors que le coureur basque Pérez, lui, s'accroche, hein, semble-t-il, pour rester au contact de ses compagnons d'échappée. C'était prévisible. Alors hier, il a lâché prise à 10 km de l'arrivée. Là, avec les reliefs du Boulonnais, il lâche prise à 33 km de l'arrivée. Marcel Kittel, le sommet de la côte de Montviolette. Je pense qu'on va laisser Mikhail Morkov aller prendre tranquillement les points. Oui, d'ailleurs, hein, c'est lui, hein, qui a fait quasiment toute la montée. Donc on va lui laisser les gros points. Donc pas de souci, hein. Si c'est un 3e catégorie, il va marquer encore un peu plus de points, et ça va peut-être lui permettre d'amener son maillot à poids de nombreuses journées.
Une grosse chute à l'avant du peloton vient de se produire à l'instant où le peloton revenait sur Giovanni Bernardo. C'est tombé à l'avant en 15-20e position. Alors parmi les victimes de cette chute, Simon Gerrans, le champion d'Australie, l'un des favoris du jour. Simon Gerrans qui tarde à se relever. D'autres coureurs également ont été impliqués dans cette chute. On voit un coureur de l'équipe Rabobank. De qui s'agit-il? Martin Chalinghi, je pense. Il y a Caruso pour la formation Katyusha. Qui semble sévèrement touché. Caruso, c'est lui qui est à terre. Et suite à cette chute, bien des cassures, parce que vous l'avez bien vu, la chute est intervenue parmi les 20 premières positions du peloton sur une route beaucoup plus étroite. De partout, et encore il y a plein de groupes derrière. Là c'est une première partie du peloton qu'on peut regarder. Et oui, pour Philippe Gilbert c'est un coup dur, parce que là il va devoir attendre un véhicule d'assistance et il risque de se retrouver trop loin de la tête de la course, parce que en tête de peloton on ne s'en préoccupe pas. Au contraire, même en tête de peloton ça continue à rouler. Oui, il y a tout de même encore 2 minutes, on est presque à 25 km de l'arrivée. Là voici Philippe Gilbert. Qui sera attendu par un équipier. Attention. Il a cassé sa cale. Il a peut-être été pris dans la chute éventuellement. Oui, il a été pris dans la chute. Regardez la guidoline. Et voilà, la cale a peut-être bougé. Donc on sait que tous les coureurs possèdent une paire de chaussures de secours dans chaque voiture. Il va vite reprendre sa position. Mais là il remet une chaussure neuve. Voilà un deuxième favori qui va peut-être perdre toute illusion après Simon Gerrans pris dans la chute. Oui, plus qu'une minute 40 d'avance effectivement pour les 4 hommes de tête, et nous ne sommes pas encore dans la partie la plus dure du final de cette troisième étape entre Orchy et Boulogne. Il se passe des choses dans le final de cette troisième étape du Tour de France avec Philippe Gilbert que l'on a vu une semelle entre les dents. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il a des problèmes de chaussures forcément, donc il a utilisé une chaussure neuve. Peut-être la chaussure neuve était trop serrée, donc il a enlevé la semelle. Après il doit en changer, je sais pas. Bon, c'est un peu compliqué pour Philippe Gilbert. À mon avis, ça sera difficile de l'emporter aujourd'hui, surtout qu'à l'avant le peloton, le groupe maillot jaune, les équipes de Cancellara s'emploient à fond pour aller chercher cette échappée. Arriver dans cette ascension avec toujours Andrei Grifko qui est à l'avant, appuie ses relais. C'est plus dur pour Morkov qui va peut-être pas marquer des points dans cette côte, puisque là il est en train de laisser partir Sébastien Minard et Andrei Grifko. Non, il s'accroche alors que le coureur basque. C'est terminé pour Ruben Perez. De toute façon, le peloton est à une cinquantaine de secondes à 17 km. Alors, nous sommes dans la côte de Erkelingue. La côte de Erkelingue, elle est très très dure, notamment dans sa première partie. Là, c'est un mur à 15% pendant 200-300 mètres. Bon courage, Morkov. Qui tente de revenir sur Grifko. Alors, il y a un petit replat. À mon avis, il va se le faire. Vous allez voir. Au métier, il va lui revenir dessus juste quand il faut. Pour aller chercher un 8e point au classement de la montagne. Il l'aura bien mérité. Il aura bien mérité. Regardez. Et il est revenu. C'est sûr qu'il va le faire. Voilà, un petit replat. Dernière partie de la côte de Erkelingue avec toujours Andrei Grifko devant Morkov. Il va passer Morkov. Et aller chercher un 8e point pour le classement de la montagne. Il sera, quoi qu'il arrive, le meilleur grimpeur du Tour ce soir encore. Et pour quelques jours encore, parce que... Est-ce qu'il va réussir encore à s'accrocher? Allez, Sandro Petacchi. Petacchi ne sera pas là pour le sprint non plus. La chaîne apparemment est descendue plus bas que le 11. Elle est bloquée. Est-ce qu'elle est bloquée? Et là, on se replace. Ils sont nombreux tout de même, les coureurs de l'équipe Radio Shack. On voit Tony Galopin qui fait un gros travail. On voit Bradley Wiggins ici en pleine discussion avec ses équipiers. Michael Rogers a fait le travail. N'oublions pas que cette équipe Sky a perdu une unité et pas des moindres. Kostia Sitsov. Voilà, Mikhail Morkov. Un point de plus. Ça fait 8 pour Mikhail Morkov, qui est assuré de garder ce maillot pour au moins 2 journées supplémentaires. À mon avis, il aura jusqu'au plateau des belles filles. Il va peut-être marquer ses derniers points de la journée. Ou alors Grifko va s'en aller parce que Grifko va se débarrasser. C'est fait. L'Ukrainien Grifko qui se débarrasse de Mikhail Morkov qui est cuit dur. Non, mais il a tout donné. Je crois que ça va être mission accomplie. Il est bien mort, Morkov. On peut le dire. Tout à gauche maintenant et il laisse filer Andrei Grifko. Mais avec 12 secondes seulement d'avance sur le peloton.
Andrei Grivko, c'est mission impossible pour lui aussi parce qu'il reste la descente sur Boulogne et puis surtout la rampe finale longue de 700 mètres jusqu'à la ligne d'arrivée. Ah oui, par Ivan Basso qui monte au train. Ivan Basso en personne qui se dévoue pour Nibali mais aussi pour Peter Sagan, équipier modèle sur ce Tour de France 2012. Ivan Basso. Voilà Grivko qui n'aura ni le gain de l'étape ni le maillot de meilleur grimpeur. Et qui n'aura même pas le prix de la combativité puisqu'il a été décerné à Morkov. Bon, heureusement, je ne fais plus partie du jury. Parce que là, c'est n'importe quoi. Allez, Ivan Basso qui va rouler. On peut même voir, hein, pourquoi pas, Vincenzo Nibali dans le final. Allez, avec la descente. Ou même dans la dernière ascension, amener le sprint hein, pour Sylvain Chavanel remonter, regardez. Et qui va attaquer. Et qui va attaquer avant le virage sur la gauche. Sylvain Chavanel sur le circuit où il avait été sacré champion de France il y a 2 ans. Attention de ne pas glisser dans ce virage. Ça passe pour tout le monde. Et c'est Cadel Evans en personne. Ouais, Cadel Evans, il n'ose pas trop relancer, il laisse partir. Alors attention, fait, Cadel. Sylvain Chavanel, il est à 7 secondes seulement du maillot jaune. Hein. Fabian Cancellara. Faut réagir et voilà tout de suite. Et les coureurs de l'équipe Radio Shack qui viennent se placer à l'avant du peloton pour revenir sur Chavanel. Ouais, toujours Tony Galopin et le coureur wallon Maxime Montfort. Avec un double objectif pour Chavanel, la victoire d'étape bien sûr. Et c'est Montfort qui est parti derrière Chavanel. Et le maillot jaune à moins de 4 km de l'arrivée. Sylvain Chavanel en route peut-être pour une 4e victoire d'étape sur le Tour de France. Derrière, c'est l'équipe BMC qui s'organise. Il faudrait être encore patient parce que là, tout peut revenir derrière. Hein, parce que il n'a pas fait assez. Mais bon, on s'observe encore. Ça roule pas assez vite dans le peloton. C'est bon pour Chavanel. Regardez, il commence à prendre de l'écart. La tension des freins, attention ce dernier virage. Ouais, c'est pas tout à fait le même final. Il s'est un peu loupé dans ce virage, ça va carrément l'arrêter. Obligé de relancer. Attention au passage du peloton, là aussi le peloton peut se faire piéger hein, dans cette courbe. Alors le peloton. Alejandro Valverde apparemment est sorti un peu large, est-ce que c'est lui? Non. Je ne suis pas sûr. Le maillot jaune est en difficulté. Pour l'instant, le virtuel maillot jaune, ce sera Sylvain Chavanel. Le problème, c'est qu'il y a encore une ascension de 800 mètres. Ce sera difficile, pratiquement impossible de prendre le maillot jaune à Fabian Cancellara. Surtout et même pour la victoire d'étape, ce sera difficile. Et il y a Sagan, il y a Boissenhagen. Ça va être dur. Hein. La dernière côte, on bute vraiment dedans. Hein. C'est pas une côte qu'on passe comme ça avec de l'élan. On arrive dedans, même s'il n'y a que 700 mètres. Maintenant, il a 800 mètres d'arrivée, mais la flamme rouge, il a pas assez d'avance a priori, Sylvain Chavanel. Il va arriver hein, dans les pentes. Il faut pas qu'il mette trop de braquets comme il avait fait dans son attaque. Et puis là, il va taper la tête dedans. Il va taper la tête dedans. Il y a des coureurs comme Nibali qui vont bientôt travailler pour Peter Sagan. Allez, Sylvain Chavanel, ça y est. Il faut plus que tu te retournes, allez. Les 500 derniers mètres pour Sylvain Chavanel. Avec Georgine Capi maintenant qui fait le travail, qui va lancer le ça revient sprint fort maintenant. Ça revient fort derrière Sylvain Chavanel qui ne gagnera sans doute pas l'étape malheureusement. Et ça attaque derrière. Alors qui est en train de bouger, c'est Marcus Burghardt qui lance maintenant le sprint. On a Dries de Venens toujours aux avant-postes. Et on travaille pour Albazini, pour les informations, Rika Greenedge. Avec Jürgen Vandenbroek bien placé également. Peter Sagan qui est là en 3e position. Oh, c'est bien joué. Avec une chute. Chute de Marcato, je pense. Marco Marcato, effectivement, qui a amené plusieurs coureurs avec lui au sol. Alors, et Albazini qui va lancer le sprint, mais Peter Sagan est en 2e position, va s'imposer royalement. Peter Sagan avec Boissenhagen en 3e position. Peter Sagan devant Albazini, le maillot jaune Cancellara est là. Peter Sagan surpuissant dans le final. Plus que 100 mètres pour le Slovaque pour aller chercher une 2e victoire d'étape. Il est monstrueux, Peter Sagan, pour aller chercher une nouvelle victoire d'étape 2 jours après Liège. Victoire de Sagan ici à Boulogne-sur-Mer devant Boissenhagen. Dries de Venens pour la 3e place, Cancellara, Albazini, Cadel Evans. Oui, peut-être Peter Velits pour l'équipe Omega. Peter Sagan, Peter Sagan qui s'impose. Apparemment, il y a la loi des 3 km. Il y a la loi des 3 km. Donc, les coureurs pris dans la chute seront mis dans le même temps. Je sais que du côté de Serein, elle était déjà appliquée, cette loi des 3 km. Je n'avais pas vraiment compris pourquoi. Donc voilà, aujourd'hui, ce sera encore le même cas. C'est bien Peter Velits qui est venu prendre la 3e place, alors qu'il avait été annoncé en difficulté. Je pense que c'est Martin Velits, son frère, qui avait dû être en difficulté. Les groupes débattus. Alors, est-ce qu'on a vu passer Ryder Ejdahl? On insiste, mais Ryder Ejdahl, on ne sait toujours pas où il est. Il est perdu dans les monts du Boulonnais. Il y en a qui vont finir très loin. Donc, je pense qu'il doit être devant, tout de même.
12e de l'étape, Ryder Ejdal. Ryder Ejdal, 12e de l'étape. Il a su se faire oublier. Il était bien dans le groupe Fabian Cancellara. L'emballage et la chute qui intervient en 10-15e position dans ce groupe de tête. On noterait également la belle performance de Nicolas Roche qui va aller chercher une place parmi les 10. À l'arrivée, il termine 7e. Voilà, Bradley Wiggins qui était obligé de mettre pied à terre, le Britannique. Mais heureusement pour lui, la règle des 3 km est appliquée aujourd'hui. Depuis le début de la saison sur ce genre d'arrivée, Peter Sagan est véritablement imbattable. L'arrivée de Thomas Voeckler. Thomas Voeckler qui va concéder plus de 7 minutes aujourd'hui. Et on voit juste dans sa roue l'ancien porteur du maillot à pois, le malchanceux Johnny Hogerland. Avec les sprinters, avec notamment Kenny Van Hummel. Francis de Greff est également présent. Anthony Roux, échappé hier sur la route de Tournai, va en terminer également. Et on le rappelle, pas de favori du Tour. Après, sauf si on met Thomas Voeckler parmi les favoris. Tous les grands favoris du Tour sont passés au travers des différentes chutes ou au travers des différentes crevaisons. Ils sont tous là parmi le premier peloton. Pas de changement au général. Fabian Cancellara avec 7 secondes d'avance sur Bradley Wiggins et Sylvain Chavanel, TJ Van Garderen, Edvald Boasson-Hagen, Cadel Evans, Nibali, Ejdal, Clodon, Bauke Mollema. Les favoris sont là parmi les 10 premiers.